Socrate aurait dit que celui qui est capable de faire rire peut aussi faire pleurer. Mais il n'était pas sûr que la réciproque fût vraie. Oui, très volontiers. Jean Lassalle, je suis député des Pyrénées-Atlantiques. Je suis à mon 4e mandat. Auparavant, j'étais maire de ma commune, Lourdes-Ichère, pendant 43 ans. Il est vrai qu'elle m'avait élu à 21 ans. J'ai été conseiller départemental pendant 33 ans, vice-président. J'étais conseiller régional. Enfin, j'ai eu la totalité des mandats locaux qu'on peut avoir. Je suis aussi président des populations des montagnes du monde. Après avoir été berger, j'exerce une activité. J'ai exercé l'activité libérale d'ingénieur conseil, alors que je n'étais ni ingénieur ni conseil, mais les deux agrégés pouvaient faire une plaque qui était légale. Et j'avais 22 ans, 23 ans. Mon frère avait repris l'exploitation après moi, selon les souhaits de papa. Et voilà, j'ai eu jusqu'à 15 salariés, dont 7 ingénieurs, puisque je n'en étais pas moi-même. Et nous avons travaillé dans le domaine de l'hydraulique, soit de la mise en eau potable, de l'assainissement, ou même la réalisation de gros travaux d'irrigation. Nous avons travaillé aussi dans l'électricité, la construction de très grandes lignes, des petites aussi. Et nous avons travaillé sur tout ce qui touche à l'aménagement du territoire, notamment le nettoyage des berges du Gave, la remise en état de ces berges, l'entretien, etc. Du temps où ça se faisait encore. Et c'était très précieux parce qu'il y a 50 ans, les anciens y attachaient une très grande importance. Ils pensaient que ne pas le faire, c'était faire courir un danger mortel aux hommes qui habitaient là. Voilà. Ah oui, je suis marié et père de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Écoutez, j'ai été pendant très longtemps, au début de ma vie publique, indépendant. Parce que j'étais animé par un profond sentiment d'indépendance. J'adorais l'histoire, je connaissais un petit peu la lecture, et j'adorais la politique. Mais faire de la politique, quand on est né dans un petit village à la frontière espagnole, quelque part, entre forêt et petite clairière, très loin de tout, ça paraissait impossible, illusoire, mais j'avais cette envie. Puis je voulais aller au bout des rêves de mon père, qui est le seul homme que j'admirais au monde, de maman, qui s'en est allée cette année, elle n'avait que 17 ans de plus que moi, de mes oncles que j'ai tant aimés. Ma famille était gaulliste du côté de papa, communiste du côté de maman, parce que du côté de maman, il n'y avait que des sœurs. L'une avait été épousée par bonheur mon père, et les autres avaient épousé des réfugiés espagnols, républicains, et par conséquent très communistes. Donc j'ai vécu dans une ambiance très heureuse, mais très vivante de débat, alors que les trajets étaient très longs pour se voir. Il n'y avait pas de route. J'ai fait toutes les routes quand je suis devenu maire, y compris celles qui conduisent chez moi. Voilà, si vous voulez, quelque part un petit peu mon éveil. Alors pour arriver à la campagne, j'ai donc eu un seul mouvement, c'était le MoDem, mouvement démocrate, qui était un peu l'UDF aussi, au début. Et parce que je me sentais gaulliste, mais je ne me retrouvais pas du tout dans le RPR. Du tout, d'ailleurs parce que je ne suis pas le seul. Ensuite, il y a une dizaine d'années, j'ai senti que le courant ne passait plus avec François Bayrou. Si, il passait, mais on échangeait beaucoup, mais on ne se disait plus rien. Et j'avais le sentiment que le débat était... Il n'y avait plus de discussion, de réflexion, comme il avait pu y en avoir. À partir de ce moment-là, et voyant l'état de la France qui se dégradait de plus en plus, et j'ai fait partie de ceux qui se sont dit il faut sauver la France. Moi je l'ai fait passionnément, du fond de mon cœur, en croyant connaître un petit peu
le contexte dans lequel je me retrouvais confronté, mais j'ai découvert que malgré tant d'années de politique, j'étais un innocent et qu'il y avait beaucoup d'éléments qui m'échappaient à ce niveau-là. Et je n'avais pas compris notamment le pouvoir de l'argent. L'argent est un faux. Bien sûr, Confucius aurait dit que l'argent doit être au service de l'homme et non pas le contraire. Mais depuis que nous avons fini la monditude, c'est-à-dire que depuis la découverte des Indes et des Amériques, les montagnes d'or, d'argent, etc., qui sont entassées sur un certain nombre de pays avant-gardistes de l'époque, ont créé un problème qu'on n'avait pas connu dans le passé. C'est que ces montagnes d'argent, malheureusement, vont plus facilement entre les mains des affairistes qui s'en occupent pour mieux le faire fructifier à leur propre avantage qu'entre les mains des idéalistes et des humanistes. Et c'est l'éternel problème que nous rencontrons dans l'humanité après en avoir connu tant d'autres. Et aujourd'hui, il est devenu de nouveau très prégnant. Donc j'ai trouvé une campagne électorale dans laquelle j'étais éliminé dès le premier jour, et d'autant plus éliminé qu'on avait détecté que je pouvais parler dans le désarroi déjà dans lequel se trouvait le pays il y a 3 ans et demi, et par conséquent j'ai connu un assassinat politique. C'est-à-dire que je fais une émission 3 jours après m'être annoncé comme candidat, c'était européen, puis il a fallu que j'attende 9 mois avant de revoir un média, et puis très bienveillant du reste, et puis il a fallu que j'arrive aux 15 derniers jours où la campagne impose au moins à la presse parlée et télévisuelle une égalité de façade. J'étais de très loin celui qui était le moins apparu. Et puis là, vous arrivez, mais la photo est déjà faite. Et plus, j'ai eu la très heureuse surprise de découvrir qu'à partir du moment où j'avais les signatures, qui étaient très difficiles, parce que quand on veut vous abattre, c'est subtil. Fait agir les préfets, et qui expliquent à tel ou tel maire, enfin, vous n'allez pas parrainer les gens Lassalle. Vous n'êtes pas sérieux pour votre commune, vous imaginez. Et puis alors il y a les députés, à peu près la même chose, pour ne pas que j'ai les parrainages. Les parrainages, j'en avais 300, plus de 300, un mois et demi après ma déclaration de candidature. Donc il y avait quand même, ça correspondait à quelque chose que j'avais bien senti. Et puis après, quand j'ai repris au 20 septembre, il m'en restait pas 50. Parce que pendant l'été, ils avaient disparu, on avait fait peur aux maires. Donc il a fallu tout reprendre à zéro. Et puis j'ai terminé au finish à plus de 702. 200 de plus, et je ne me suis pas trop mal classé. Mais normalement, à partir de ce moment-là, le Crédit Agricole devait me verser une dotation de 800 000 euros, qui est due à tous les candidats automatiquement qui ont eu les 500 signatures. Ça, peu de Français le savent. Et cela, l'État les met à disposition. C'est le minimum pour faire campagne, estime-t-on. Les Français pensent qu'il faut faire 5% pour être remboursé. Mais faut être remboursé des sommes que vous investissez en plus de ces 800 000 euros. Donc le Crédit Agricole a fait traîner le dossier, finalement n'a pas prêté. C'est le crédit mutuel, le crédit coopératif, je pense, qui l'a fait, mais 2 jours avant le premier tour. Et le Conseil constitutionnel a quand même considéré que j'avais été très gravement lésé, donc a autorisé le crédit coopératif à payer 80 000 euros de facture, mais pas les 800 000, de toute façon je ne les avais pas entreprises. Mais ce qui fait que je n'avais pas pu faire campagne sur les territoires d'outre-mer, où on construit une image. Surtout que c'était un des thèmes majeurs de mon projet. Pour moi, c'était pas un programme, c'était un projet, un dessein pour notre pays, pour sa jeunesse, pour un renouveau, pour reprendre en main notre destinée perdue. Et j'ai expliqué comment. Voilà, et puis petit à petit, je suis apparu
comme un être très profondément insignifiant, ridicule, une tâche. Et puis après, petit à petit, même mon image s'est dégradée. J'ai été affiché comme un metteur de main aux fesses des dames, comme un violeur ou un criminel en série, très intelligent, mais capable de très grande folie. Et qu'est-ce que vous voulez, j'ai fait 1,2%. Alors on a dit que c'était une grande performance parce qu'il a terminé premier des petits candidats. D'abord, j'aime pas du tout la notion de grand ou petit candidat. Le peuple ne reconnaît que les candidats qui ont satisfait aux règles de la République, pas de candidats. Et disons que j'ai affronté beaucoup d'élections dans ma vie. Il y en avait une que je n'avais pas gagnée. C'était une élection régionale, mais j'avais quand même fait élire des conseillers régionaux, ce qui était une performance. Et j'avais gagné toutes les autres. Mais là, pour le coup, j'ai pris une branlée historique. Mais j'ai été le candidat qui a fait la campagne la moins chère de la Ve République. Pour les jeunes qui nous regarderaient, il y avait Arlette Laguillet, qui était renommée pour son faible budget. Je l'ai battue à plate couture, parce qu'elle prenait quand même l'argent que l'État mettait à disposition. J'ai fait une campagne à 235 000 € au moment où M. Fillon faisait une campagne à plus de 20 millions d'euros et M. Macron a quasiment 17 millions d'euros pour ne citer que. Ça donne un petit peu une idée de l'égalité des chances. Non, je considérais que les voix qui s'étaient portées sur moi avaient été, dans ce contexte-là, suffisamment inspirées politiquement, suffisamment visionnaires, connaissant le contexte, pour voter pour moi. Et ils savaient parfaitement ce qu'ils avaient à faire au second tour. Bien sûr, j'ai appelé à voter blanc, et je fais de ce combat un combat déterminant pour moi. Parce que une des manières les plus pacifiques de faire évoluer le système qui s'est imposé à nous, qui n'est plus un modèle comme il le fut, et avec la même République pendant plusieurs décennies, et c'était le cas d'ailleurs dans toute l'Europe, c'est d'instituer le vote blanc reconnu. Parce que si on institue le vote blanc reconnu, qui va arriver premier, même pour les prochaines présidentielles? C'est M. Blanc. Mais à ce moment-là, ça pose un énorme problème, qui est légitime. M. Blanc, c'est M. Blanc. J'ai voté blanc parce que je ne me reconnais dans aucun des projets que vous me présentez. Et je peux vous dire qu'il y a un sacré paquet de millions de Français qui ont envie de le dire. D'ailleurs, ils n'ont plus voté. Et comme notre grand peuple est un peuple obstiné, quand il a trouvé la martingale, il est capable de voter de la manière plusieurs fois. C'est pour ça qu'aucun parti n'en veut. Mais c'est très pacifique comme démarche. À ce moment-là, on va être bien obligé de se retrouver. Et puis, de vous retrouver, vous, les jeunes. Parce que, on en a presque oublié que vous étiez là. Bon, moi, j'ai la chance de vous connaître parce que, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais vous m'avez adopté d'emblée. Mais que ce soit les étudiants, j'ai fait tous les plus grands amphithéâtres, je crois, de France, et quelques-uns à l'étranger, et parfois dans un étranger assez lointain. Mais je connais aussi très bien une jeunesse qui n'a pas fait d'études, soit parce qu'elle n'en avait pas les moyens, ou parce qu'elle n'a pas su les trouver, parce qu'elle était éloignée, ou parce que le contexte faisait que, ou elle n'en avait pas envie, ou elle ne le pouvait pas, parce qu'elle devait faire autre chose, notamment s'occuper de la famille, ou alors parce que dans une banlieue, ça ne lui serait pas venu à l'esprit, ou dans le fin fond de la campagne non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, d'ailleurs, nous avons créé les jeunes avec Jean Lassalle, parce que quand on a découvert qu'il y avait finalement, d'une manière aussi inexplicable qu'inexpliquée, cette compréhension mutuelle, cette complicité, un certain nombre d'étudiants m'ont suggéré de créer une espèce de mouvement, les jeunes avec Jean Lassalle. Et maintenant, ça commence
à se mettre en route un peu à la diligence de quelques-uns de vos comparses dans diverses régions, dans diverses grandes écoles, dans diverses grandes universités, lycées, etc. Mais aussi au niveau de groupements de jeunes, d'équipes de rugby, de football, voilà. C'était pas exactement, c'est lui qui a interprété de cohésion des territoires, non. Emmanuel Macron m'avait proposé bien plus que ça. Emmanuel Macron m'a contacté dès le début de son idée de candidature, avant même qu'il ne franchisse le pas, parce que c'était pas facile, il y avait et Hollande et Emmanuel Valls. Et j'ai vu toutes ces crispations, et il m'a suggéré de le rejoindre, de faire la course ensemble et de tenir un rôle. Il cherchait un député expérimenté, connaissant bien le pays. Disons que si j'ai bien compris, j'aurais pu jouer un petit peu le rôle que joue l'actuel président de l'Assemblée. Pas que président de l'Assemblée, mais il n'avait pas précisé le titre, mais c'est pour l'accompagner à un très haut niveau. Pour ceux qui nient en bloc, il y a malgré tout une utilité à ceci. Moi, je n'ai pas d'ordinateur, mais j'ai les SMS que nous avons échangés. J'ai le téléphone personnel d'Emmanuel Macron. Nous avons beaucoup parlé à ce moment-là. Et je lui ai dit, non Emmanuel, je ne peux pas te suivre, j'aime bien ce que tu fais. En tout cas, il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est d'essayer d'en finir avec ce combat de dupes que constitue depuis 30 ans la tromperie que constitue le PS contre l'UMP, parce qu'ils ont tous fait les mêmes choix. Ils ont tous signé les mêmes pactes. Ils l'ont tous fait en tenant le peuple totalement à l'écart des enjeux. Et en fait, autant je crois à la nécessité d'un vrai débat politique qui, en France, est organisé sur la notion de gauche-droite. Et au cours depuis dans la Ve République, la gauche, c'était plutôt, et c'est devenu progressivement le Parti socialiste, à mesure que le Parti socialiste a absorbé le Parti communiste. Et les mouvements d'extrême gauche, d'ailleurs, d'une certaine manière. C'est du progressisme, c'est plus de partage des recettes, plus de partage, plus d'humanisme peut-être, une forme d'humanité. Mais la droite n'en manque pas non plus, mais c'est plus libéral, système plus libéral, plus entrepreneurial peut-être, et a priori plus sécuritaire. Mais c'était de vrais enjeux. Mais le dernier débat qui a eu lieu sur ce mode-là, c'était Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand en 1981. Ça veut dire que ça remonte. À partir de ce moment-là, tous les face-à-face que nous avons eus étaient des faux-semblants. Voilà. Au cœur, et je ne m'étais pas trompé dans mon diagnostic, ni dans les explications très amicales que nous avons eues avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a une capacité de fascination. C'est pas étonnant quand même qu'il ait réussi, parce que ce qu'il a réussi, c'est quand même énorme. Et il a une capacité de conviction très importante. Mais il n'est pas arrivé uniquement par lui-même. Il est arrivé parce que les plus grosses fortunes de France se sont dit, ça va finir par mal tourner, comme elles le font dans d'autres pays. On n'a pas l'exclusivité. Ce débat gauche-droite, ça commence à tourner au vinaigre. Les Anglais sont quand même en anticipation, mais qui avaient déjà fait ses preuves dans l'Antiquité, n'inventaient rien. J'ai beaucoup apprécié le commandant Massoud, que j'ai personnellement connu. Evo Morales, j'ai participé à l'élection, le maréchal Tito, et ce qu'il a pu faire, ce que cet homme a pu faire, d'abord en se libérant tout seul avec son peuple, en faisant vivre la Yougoslavie, si elle avait vécu
ce serait aujourd'hui un pays à nos côtés qui nous rendrait beaucoup de services. Pays, lorsqu'il est uni, déterminé, imaginez que nous, on soit désunis, on serait dans un état que la Yougoslavie aujourd'hui, et quand vous pensez ce qu'on puisse faire, les Armagnacs et les Bourguignons pendant quelques siècles, vous imaginez, hein. Voilà, bon, mais je pourrais multiplier, j'ai pris des exemples contemporains, bien entendu, il y en a bien d'autres. Servir, mettre ses tripes sur la table. C'est un tel honneur d'être choisi un jour par le peuple, pour le représenter, pour le servir. Et puis, je pense qu'il faut une immense humilité. De Gaulle aurait dit la grandeur s'accompagne souvent de simplicité. Je pense qu'il faut avoir un esprit capable d'expliquer la simplicité. Il ne faut pas être sensible à l'émotion parce qu'on fait peur. Je pense aussi, ça m'a été beaucoup reproché, qu'il ne faut pas craindre de pratiquer l'humour. Socrate aurait dit que celui qui est capable de faire rire peut aussi faire pleurer. Mais il n'était pas sûr que la réciproque fût vraie. Et puis, je pense que pour aspirer à des responsabilités de ce type, il faut être passionné d'une passion incommensurable que rien ne peut altérer. Il faut croire en soi, autant qu'on croit en ce que l'on pense pouvoir faire, d'une manière indestructible. Il faut, je crois, un cœur aussi puissant que l'ont été les volcans les plus puissants et dramatiques qui injectent la lave rouge de votre sang jusqu'à l'ultime de vos cellules. Et en même temps, un cerveau aussi froid qu'un iceberg qui n'a pas vu un réchauffement climatique depuis 20 milliards d'années. Alors, je ne dis pas que j'ai ces qualités-là. Je dis qu'il me semble qu'il faut essayer de s'approcher de cela. Très simplement, je dirais qu'il faut aimer. Parce que si vous aimez, l'autre sent que vous l'aimez. Et vous traitez ainsi de la relation qui va s'instaurer entre vous. Alors, il y en a qui ne veulent pas être aimés, qui ne veulent pas être aimés par vous, qui ne veulent pas être aimés de cette manière-là. Mais ça fait partie du débat. Mais il faut aimer. Et puis, je crois qu'il faut aimer, et il faut aimer son pays. Ce pays a une grande histoire. Il ne faut pas se laisser emporter par les impressions misérables de cette époque misérable où il serait soudain devenu tout petit. Mais enfin, regardez les faits. Nous portons tout seuls la défense de l'Europe. Combien de pays nous accompagnent au Mali? Qui investit les sommes que nous investissons pour garder une force de dissuasion? Nous sommes seuls. Nous donnons, j'en comprends les raisons, mais il vaudrait mieux dire la vérité, l'illusion que c'est les 27 ou les 26. Je pense qu'il y a mieux à faire dans ce domaine-là que de vivre que d'illusions. Moi, je préférerais des réalités. Parce que j'étais très timide dans ma jeunesse, j'étais très heureux à la maison et très malheureux à l'extérieur. Le maire que j'ai vu dans mon jeune âge, je trouvais que c'était beau ce qu'il faisait. Et puis c'était l'époque aussi où, avant de lire quelques-uns des grands penseurs grecs, puis romains, puis d'autres, je m'étais intéressé aux peuplades indiennes décimées. Par nous, par les Européens, sans pitié. Et je retrouve ça avec les populations des montagnes du monde, leur extrême qualité de savoir-faire, de savoir-vivre, de savoir-être, de ces communautés venues de la nuit des âges et qui ont trouvé l'humanité. Et je considère que notre pays a eu bien des vicissitudes, bien de lâcheté, mais il est quand même un des pays majeurs qui a permis à l'humanité de monter en civilisation. Et la civilisation, pas besoin de vous dire ce que c'est. Or, aujourd'hui, nous la redégringolons et nous retrouvons l'animalité, la bestialité
du « je te mange parce que je suis le plus fort ». Ah, je pense au message très simple. Je dirais, écoutez, je ne t'ai rien. Je n'avais aucune chance d'être devant vous un jour. Tout simplement parce que papa m'avait inculqué l'idée que ma seule limite serait toujours moi. C'est-à-dire que est-ce que je serai ou pas? Est-ce que je penserai suffisamment fort pour faire? Et pour faire au service du bien, si possible. Et puis, parce que je voulais poursuivre le rêve de ces hommes, de ces femmes. Et puis parce que, après avoir été quasiment muet à 16 ans, moi j'avais peur de l'environnement extérieur, parce que j'étais né dans la 4e couronne de mon village de 200 habitants. Ce qui fait que je ne savais pas jouer avec le ballon bleu que je ramassais toujours dans le nez lorsque j'allais faire les courses. Bon, ça l'a musclé un petit peu. Et je ne savais pas non plus participer. J'ai mis très longtemps avant de comprendre les règles du jeu en société. Et puis après, ça s'est inversé. Le sport m'a permis de prendre... Parce que un sport, si vous voulez, quand vous êtes... fils de berger à montagne, vous courez, vous sautez, vous avez une condition physique extraordinaire. Lorsque mon lycée, qui était à une centaine de kilomètres de chez moi, a découvert ça, ils ont dit, enfin, c'est un extraterrestre. Puis en même temps, ils m'ont donné la possibilité de m'exprimer dans un micro avec une peur infinie dans un premier temps. Et puis, j'ai senti qu'à un moment donné, il y avait le même désir chez des copains de partager une aventure nouvelle. Et le maire de l'époque, dans un village divisé, a pensé que nous pouvions être la solution. Et malgré une liste en face, nous avons pu être élus. Et ce n'est que le soir après l'élection, j'étais élu le 70 soir, déjà... pas très bien dormi le dimanche, pas dormi du tout. Je me suis dit, mais comment tu peux commettre une telle folie? Mais à 21 ans, mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu te racontes, mais tu sais rien. Mais ça n'a pas duré. J'ai ressenti toujours le même sentiment à chaque élection nouvelle qui me faisait monter un peu l'échelle. Mais j'ai ressenti la même chose lorsque j'ai lancé mon entreprise et que je n'avais pas la moindre idée de savoir comment je pourrais trouver du boulot parce que je ne m'attendais pas et surtout comment je pourrais rémunérer ne serait-ce qu'une secrétaire. Donc je dirais aux jeunes, votre limite sera toujours vous. Repoussez-la. Mais ne le faites pas tout seul. Faites-le en groupe par affinité. Puisque vous, par bonheur, vous aimez la politique. Il n'y a rien de plus grand que la politique. C'est un art. Aristote aurait dit toujours, lui, aucune des sciences humaines n'est exacte et la plus inexacte de toutes est la politique. Mais c'est un art. C'est-à-dire, il faut arriver à incarner les 1001 sensations d'une commune. Très beau mandat, le maire. Très bon pour commencer. Dites-le aux copains. D'une collectivité plus grande, d'un pays, du monde. Et pour ça, je pense qu'il faut être à la fois très simple, très humble, très à l'écoute. Et moi, je dirais, osez. Notre génération a failli. Bon Dieu, prenez le flambeau et prenez-le le plus vite possible. Et pensez que vous êtes le meilleur rempart pour votre intégrité, pour votre avenir, pour votre vie. Parce que l'Occident n'a jamais su franchir un changement de monde tel que celui auquel nous avons à faire face sans qu'il se traduise par des rivières de sang qui emportèrent vos prédécesseurs. Et moi je crois que vous avez la capacité d'inventer enfin pour l'Occident un devenir nouveau. Et là, nous pouvons vous accompagner, nous, ceux qui avons été les largués